Dès la fin de l'année 1914, le front de la Première Guerre mondiale se stabilise sur près de 800 km. Et ceux qui ne parviennent pas à gagner en surface, alliés et forces de l'Axe vont essayer de le conquérir sous terre. C'est le début de la guerre des mines. C'est une conjonction de facteurs qui favorisent le développement absolument extraordinaire, absolument énorme de la guerre des mines pendant la Première Guerre mondiale. La guerre souterraine est aussi offensive. Le 9 avril 1917, l'armée canadienne s'élance depuis les souterrains à l'assaut de la crête de Vimy. Les souterrains étaient essentiels pour camoufler les forces qu'on allait lancer finalement à l'assaut des troupes ennemies. Sur le front de l'Est, véritable forteresse souterraine, les carrières du chemin des Dames regorgent de souvenirs laissés par les Allemands, Français et Américains. Ce sont les motifs qui vont être représentés par les combattants, quelle que soit leur nationalité. Les équipes du Journal de la Défense vous emmènent sur ces lieux de mémoire à la découverte d'un aspect peu connu du premier conflit mondial. Vauquois. Entre les départements de la Meuse, des Ardennes et de l'Aisne, ce verrou qui commande la route de Verdun a été âprement disputé tout au long de la Grande Guerre. Sur un front stabilisé en surface depuis février-mars 1914, Français et Allemands se livrent un combat souterrain largement inspiré de la guerre de sécession, la guerre des mines. La guerre des mines va se développer dès l'automne 1914, d'abord pour une raison d'intérêt tactique local. La position de ce mouvement de terrain entre la limite de la forêt d'Argonne et l'ouest de Verdun, elle domine la vallée et elle permet de couvrir, de protéger tout ce qui se passe de l'autre côté. Mais il y a aussi un effet sur l'ennemi, sur le soldat ennemi, qui ne sait pas si une mine va exploser sous ses pieds à tel moment ou à tel autre, et plutôt à tel endroit ou à tel autre. Serge Thiron est le président des Amis de Vauquois, qui restaure et entretient ce lieu de mémoire. L'association y a même créé un musée. Du côté allemand comme du côté français, ce seront des spécialistes de la mine qui vont creuser ces infrastructures souterraines. Alors on retrouve les mèches qui étaient utilisées pour les perforateurs, servaient en fait à faire ce qu'on appelle des trous de pétardement. C'est-à-dire qu'on perforait la roche, on y plaçait une petite charge explosive qui avait pour effet ensuite de détruire, de fragiliser la roche, et ensuite de pouvoir la travailler plus facilement. D'un côté comme de l'autre, il va falloir s'adapter, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matériaux qu'on va ponctionner dans les mines de charbon, dans les mines de fer, pour les mettre en usage ici à Vauquois. Des ventilateurs électriques, des ventilateurs manuels. Donc là, vous avez une pompe allemande, donc à gros débit, une pompe électrique, qui permettait donc l'évacuation de l'eau dans tout un secteur est de la butte. Pour localiser l'adversaire, le seul moyen, c'était les écoutes. C'est-à-dire qu'on sait que la frappe sous terre avait une résonance dans un rayon de 20 mètres. À partir du moment où l'adversaire était correctement localisé, le but était de creuser une galerie pour arriver sous sa position, y bourrer X centaines de kilos, parfois plusieurs tonnes d'explosifs que l'on faisait sauter. Donc pour faire sauter ces charges, Français et Allemands utilisaient différents explosifs. On retrouve de la chédite, de la perdite, de la westphalite, pour les Français beaucoup de la poudre noire. Et cette poudre était conditionnée en caisses de 25 kg, à l'intérieur desquelles se trouvaient principalement des pains de 1 kg généralement. Et ces pains étaient paraffinés, c'est-à-dire prêts à résister à l'humidité. À force d'explosions souterraines, 519 au total, la butte est tapissée d'immenses cratères. Tout un village disparaît. À la place, de vastes tombes à ciel ouvert. 1000 cadavres français et allemands n'ont ainsi jamais été retrouvés. Une stratégie pour gagner du terrain, mais qui finalement fait perdre. Du côté français, sur le versant sud, dans un premier temps, face à l'adversaire, très près de l'adversaire, on va creuser des puits en escalier pour arriver sous la position de l'adversaire. Là, y charger 25-50 kg d'explosifs, à environ moins 30, moins 35 mètres, que l'on fait sauter. Ces explosions deviennent de plus en plus importantes, les lignes s'écartent les unes des autres. On va procéder à une nouvelle technique, à une deuxième technique, ce qu'on appelle des descendries en escalier. Et en fait, on va arriver du côté français à un troisième système, ce qu'on appelle les grandes descendries, où là, on descend à moins 45 mètres. Alors, ce n'est pas une galerie unique, puisqu'à l'extrémité, vous pouvez avoir 5 rameaux de combat, des rameaux destinés aux explosions, des rameaux destinés aux écoutes.
En tête de galerie, le sapeur creuse avec son pic, remplit des sacs à terre, qu'il va passer entre ses jambes, que l'autre de derrière va passer entre ses jambes, jusqu'à pouvoir le vider dans le wagonnet. C'est le treuil électrique qui va rembobiner le câble. Le wagonnet va remonter tout doucement jusqu'ici. Ici, on est sur une surface plane, donc on va le décrocher et le pousser à la main jusque dehors, ce qui va former donc le cône de déjection. Du côté français, on boisait énormément. On posait les grosses poutres, là-dessus on clouait les planches, ce qui donnait quelque chose de relativement compact, résistant, et peut-être aussi ce qui permettait de conserver à l'intérieur du casernement quelque peu de chaleur. À savoir que la température moyenne à l'intérieur, c'est environ 14 degrés. Côté allemand, l'organisation est tout aussi efficace. On ne ménage pas non plus l'explosif. En mai 1916, la plus grosse bombe, 60 tonnes, cause la mort de 108 Français. Le casernement allemand, son intérieur, les salles à proprement parler, étaient aménagées de la façon suivante. Un étayage, l'étayage de ciel, une traverse de chemin de fer en l'occurrence, l'étayage vertical du chêne qui venait des arrières allemands. Sur les murs, on cloue du papier bituminé pour se préserver de l'humidité de cette roche. Et enfin, sur le sol, on met en place des planchers. Les soldats allemands pouvaient rester ici, sous Vauquois, pendant plusieurs années. Alors que du côté français, les régiments avaient plutôt tendance à tourner. Si la guerre des mines se révèle à la fois meurtrière et inefficace, sur le front d'Arras à Vimy en avril 17, une incroyable bataille, d'abord souterraine, se solde par une victoire des Canadiens sur les Allemands. 12 000 soldats canadiens payèrent de leur vie cette victoire. En hommage à leur sacrifice, la France a concédé ce coin tragique des Flandres au peuple canadien pour y élever un monument à la mémoire de ses 60 000 morts. Le roi d'Angleterre est venu de Londres en présider l'inauguration. Un siècle plus tard, les Canadiens se retrouvent au sommet de la crête de Vimy à l'occasion du centenaire de la bataille. Personnalités et foules nombreuses célèbrent ainsi ce qu'ils considèrent comme l'acte fondateur du Canada en tant que nation. Lorsque le Canada est entré en guerre, le Canada n'existait pas comme joueur international. Il n'y avait pas de voix dans le concert des nations. Le Canada n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'industrie de guerre et il n'avait pas de commandement de guerre. Prenons un moment pour réfléchir au prix qu'ils ont payé, au fardeau qu'ils ont porté, au pays qu'ils ont bâti. Près de 3600 soldats canadiens ont péri dans la bataille, 20 000 côté allemand. Mais pour les Alliés, l'objectif était primordial. Les Canadiens vont se voir confier l'extrémité du dispositif qui est constitué par cette crête de Vimy qui domine d'une bonne soixantaine de mètres tout le bassin minier et qui est une position absolument clé où les Allemands se sont très fortement retranchés depuis la fin de l'année 1914. Il ne faut pas oublier que les Allemands qui dominent l'ensemble du secteur ont des vues extrêmement précises sur tout ce que font les Britanniques dans la zone. Et cet aménagement de tranchées et de souterrains permet aux Canadiens de prévoir leur mise en place avant l'assaut sans être vus de l'ennemi. Le général Curie s'est rendu longuement à Verdun où il a évalué en quelque sorte comment procédaient les Français et les préparatifs que mènent les Français, la façon dont ils organisent leur future bataille. Il va s'en inspirer directement, il l'écrira lui-même, il le reconnaîtra lui-même d'ailleurs. Pour franchir les quelques dizaines de mètres qui séparent les Canadiens des lignes allemandes, le général Curie commande de creuser des kilomètres de souterrains. Ils permettront de faire surgir 30 000 hommes dans la première ligne de front. Pendant la phase de préparation, ils vont répéter les gestes, ils vont répéter les mouvements sur une reconstitution du terrain, sur une sorte de maquette du terrain. Chacun de ces hommes connaît parfaitement l'objectif et dispose d'une carte de la crête qu'il s'apprête à conquérir après une nuit cachée dans les souterrains. 9 avril 1917, 5 h du matin, c'est l'assaut. La préparation de l'artillerie et les entraînements en amont ont été tels que les objectifs sont rapidement atteints. En fin de journée, la troisième ligne d'objectifs sur la crête est dépassée. Le 12, l'ensemble de la crête est aux mains des Canadiens. Le 16 avril, à 6 h, à 200 km du front de l'Artois, les Français attaquent à leur tour dans l'Aisne, sous les ordres du général Nivelle. À grand renfort d'artillerie, l'objectif est de reculer la ligne de front d'une dizaine de kilomètres en 24 heures.
Les Allemands résistent. Les tirailleurs sénégalais se font prendre à revers par l'ennemi qui surgit de la caverne du Dragon. Les pertes sont considérables. Les poilus conquièrent peu de terrain sur ce plateau crayeux du chemin des Dames, parsemé de carrières. Les Allemands ont bâti une forteresse souterraine quasiment imprenable, la ligne Hindenburg. La carrière de Froidmont à Bray-en-Lannoy en offre un bel exemple. 1800 soldats y survivent, à peine mieux que dans les tranchées. Les rats courent partout, il y a à manger, il y a des blessés, il y a des morts. Donc ils courent partout dans la carrière. Et quand les soldats sont couchés, la première chose qu'ils attaquent, c'est le nez et les oreilles. Donc pour se protéger, les soldats utilisent ce grillage à poules. Les clous qu'on peut observer sur les parois, c'est pour accrocher tout ce que le soldat trinque-balle avec lui, un très gros pactage. Il faut le mettre à l'abri des rats et des rongeurs. Nombreux soldats qui ont occupé successivement la carrière ont gravé dans la pierre le souvenir de leur passage. Là, ici, le mousquetaire Comte, qui a déjà 2 années de guerre quand il a fait cette petite niche. Là. À gauche, ce qu'ils appréhendent, on s'expose au danger, donc on peut laisser sa peau. Et à droite, par un bon comportement sur le terrain, c'est rentrer à la maison avec une décoration. Ici, la croix de fer. Voilà. 7 mois après le début de l'offensive Nivelle, les Allemands abandonnent la carrière aux Français. Les lieux sont rapidement déminés par le 6e génie. Les Français qui arrivent ici respectent en fait les traces qui sont laissées par leurs prédécesseurs. Et ils complètent même leur nom. Par exemple, on a une liste de noms allemands qui commence par un territorial et des chasseurs, qui se situe vers la droite. Et sur la gauche de ce nom, un soldat français va compléter, mais j'ai bien complété parce qu'il essaye d'aller dans l'axe du soldat allemand et va laisser son nom. Théo Lerpierre du 71e régiment d'infanterie va laisser son nom. En mars 1918, c'est au tour de la 26e division américaine d'investir les lieux pendant 6 semaines. C'est pourtant elle qui va laisser le plus de souvenirs. Des messages souvent adressés à l'ennemi. Les Allemands, dans leurs tranchées, de l'autre côté, ont mis des grandes pancartes « Bienvenue à la 26e ». Voilà. Donc ils savaient quelle troupe était en face d'eux. Voilà. Mais surtout, leur faire savoir, on voulait ça ne sera pas aussi facile que vous le pensez. La tête de mort, là, c'est la représentation de la culture allemande. Le soldat américain qui l'a fait écrit Bosch Culture sur le front. Ici, en bas, là, c'est le Chicago Fire Department, donc les pompiers de Chicago. Sculptures et dessins racontent l'histoire d'une nation comme de ses soldats. La bibliothèque du Massachusetts a gardé dans ses archives la photographie de tous les gardes nationaux qui se sont battus en France. L'occasion de mettre un visage sur la plupart de ces signatures de pierre. Mettre un visage sur un nom, c'est quand même formidable. Mais il y en a un ici très particulier, c'est Earl Medley. La dernière ligne de son message, c'est âge 20 ans. Et là, ça tombe à Bello, 21 juillet 1918. La carrière de la ferme de Froidmont sera reprise par les Allemands fin mai 1918 au cours de la 2e offensive de la Marne. À leur tour, ils respecteront les souvenirs rupestres laissés par leurs prédécesseurs. Un moyen peut-être de rappeler aux générations à venir que la guerre souterraine est un combat sans fin et généralement sans vainqueur.